Et si l'homme que tu humilies chaque jour était celui qui t'a donné la vie? Voici l'histoire bouleversante d'un milliardaire arrogant qui maltraite un vieux jardinier sans savoir que c'est son propre père qui l'a abandonné des années plus tôt. Une histoire de regret, de trahison, de secrets de famille et de justice du destin. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer cette série inoubliable. Chaque épisode est un coup au cœur, chaque révélation un cri de vérité. Laisse un commentaire si tu crois au pouvoir du destin. La ville de Saphira brillait de 1000 feux au petit matin. Les buildings touchaient presque les nuages, et parmi eux, trônait un immeuble de 20 étages, siège de Hisatech, l'une des plus grandes entreprises de logistique du pays. À son sommet, dans un bureau luxueusement décoré de marbre et d'or, Issa Diabaté regardait la ville à travers les baies vitrées, une tasse de café à la main. Âgé de 36 ans, Issa était l'image même de la réussite. Costume taillé sur mesure, montre en or massif, regard froid et autoritaire. Il était né dans la misère, élevé par une mère célibataire qui ne parlait jamais de son père. Grâce à son intelligence, son ambition sans limite et sa rage de réussir, il était devenu un magnate redouté. Mais cette réussite avait un prix, il avait le cœur dur comme la pierre. Aucun échec n'était toléré, aucune faiblesse n'était pardonnée. Pour ses employés, il était un tyran. Pour ses concurrents, un monstre sans émotion. Ce matin-là, dès son arrivée, il descendit dans les entrepôts. Il inspectait tout lui-même chaque lundi. Le silence s'imposa dès qu'il franchit la grande porte en fer. Tous les travailleurs cessèrent leurs tâches, baissant la tête. « Pourquoi cette cargaison n'est pas encore triée » tonna-t-il en pointant une palette. Un jeune superviseur s'avança, nerveux. « Désolé patron, il y a eu un retard avec le camion 2. »« Tu crois que je paie des gens pour entendre des excuses » coupa Issa sèchement. « Tu as 1 heure. Si ce n'est pas fait, tu dégages. » Puis, il reprit sa marche. Il s'arrêta devant un vieux travailleur, penché sur une pile de cartons, transpirant à grosses gouttes malgré la fraîcheur du matin. « Et toi? T'as quel âge? »« 100 ans, » dit Issa avec mépris. L'homme se redressa lentement, essuyant son front ridé. Il portait une chemise usée, un pantalon rapiécé et des chaussures trouées. Il s'appelait Musa. « Je fais de mon mieux, patron. »« Ton mieux n'a pas sa place ici. T'as pas honte de ralentir les jeunes? T'es bon pour la casse. » Tous les ouvriers restaient figés, osant à peine respirer. Musa baissa les yeux. Il ne dit rien, comme s'il avait l'habitude d'avaler l'humiliation. « Je veux plus te voir traîner. Soit tu avances, soit tu dégages. » Issa s'éloigna sans un regard en arrière. Pour lui, cet homme n'était qu'un fardeau inutile de plus dans une entreprise qu'il voulait parfaite. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le sang qui battait dans les veines de Musa était le même que le sien. Quelques semaines plus tôt, le soleil s'était levé sur le quartier populaire de Tambora. Là, dans une petite pièce de fortune au toit de tôle rouillée, un vieil homme se préparait lentement. Il s'appelait Musa, et la vieillesse avait alourdi chacun de ses gestes. Sa main tremblante réajustait une chemise trop large et froissée, pendant que ses yeux fatigués regardaient un morceau de papier chiffonné, une offre d'emploi dans une grande entreprise logistique de la ville. Il n'avait plus rien à perdre. Ancien menuisier, Musa avait tout perdu avec l'âge, son atelier, ses clients, sa santé, et surtout, sa famille. Il vivait seul depuis que la femme qu'il avait aimée l'avait quitté un jour, sans jamais lui dire pourquoi. Il n'avait plus jamais revu son fils, né de cette union, un enfant qu'il n'avait porté que quelques mois dans ses bras. Mais ce matin-là, un sentiment étrange le poussait à sortir. Une voix intérieure lui disait « Va là-bas, tu as quelque chose à y trouver. » Il marcha longuement jusqu'à la zone industrielle. Devant l'imposant portail noir de Hisatech, il fut arrêté par 2 gardiens bien habillés. « Tu viens faire quoi ici, vieux ?» demanda l'un avec arrogance. « Je viens pour l'annonce. Pour le poste d'aide manutentionnaire. » Les gardiens échangèrent un regard moqueur, avant d'éclater de rire. « Tu veux porter des cartons à ton âge ?» Musa ne broncha pas. Il resta digne. Un jeune contremaître arriva par hasard, l'air pressé. Il s'arrêta en voyant la scène. « Laissez-le entrer. On a besoin de bras, peu importe l'âge. C'est pas pour longtemps, de toute façon. » Et c'est ainsi que Musa fit son entrée dans la société de son propre fils, sans le savoir. Dès les premiers jours, le travail fut rude. Il se leva à l'aube, transporta des charges lourdes, balaya les entrepôts, nettoya les coins que les autres négligeaient. Il acceptait chaque corvée sans jamais se plaindre.
Les jeunes se moquaient parfois de lui, mais il gardait le silence. Il semblait porter un poids bien plus lourd que les cartons. Mais surtout, Musa sentait quelque chose d'étrange en croisant le patron. Chaque fois qu'il voyait Issa, il ressentait un frisson dans le dos. Un sentiment familier, inexplicable. Quelque chose dans son regard, sa façon de marcher, de parler, lui rappelait quelqu'un. Et Issa, de son côté, avait tout de suite développé une hostilité particulière envers ce vieux travailleur. Le destin venait de refermer ses griffes. Le père et le fils, séparés depuis des décennies, venaient d'être réunis, dans le silence et la souffrance. Le soleil tapait fort sur les tôles des entrepôts d'Issatec ce jour-là. À l'intérieur, l'air était suffocant, saturé de poussière et de sueur. Les ouvriers s'activaient sous les ordres criards des contremaîtres. Parmi eux, Musa, courbé, portait un sac de ciment sur le dos, ses pas en trahissant la fatigue d'un corps épuisé. Soudain, un cri retentit dans l'entrepôt. Qui a laissé ce sac de marchandises ici? Tous les regards se tournèrent. Issa Diabaté venait d'entrer, furieux. Son regard parcourut la pièce comme une tempête prête à frapper. « Répondez !» hurla-t-il. « On paie des gens pour faire un travail, et ils laissent des risques d'accident partout comme des amateurs. » Le contremaître, blême, s'approcha. « C'est probablement l'un des nouveaux patrons. Le vieil homme, Musa. Il est lent et souvent à la traîne. » Issa s'avança à grands pas. Il aperçut Musa en train de ranger du matériel dans un coin sombre de l'entrepôt. Il s'approcha de lui comme un lion prêt à bondir. « C'est toi, hein ?» gronda-t-il. « C'est toi qui as laissé ça en plein passage. » Musa leva lentement les yeux vers son patron, surpris, les mains encore tremblantes. « Je ne sais pas, patron. Je croyais avoir rangé chaque sac, peut-être que j'ai oublié. »« Tu as oublié ?» répéta Issa, sarcastique. « Tu penses que j'ai bâti cette entreprise pour y accueillir des grabataires qui oublient où ils posent leurs mains ?» Les ouvriers s'étaient arrêtés. Un silence pesant s'était installé, tous fixant la scène, inquiets. « Tu vas nettoyer tous les entrepôts ce soir. Seul. Et si demain une seule chose traîne encore, tu seras viré, » dit Issa avec un ton glacial. « Compris. » Musa baissa les yeux. « Compris, patron. Élève la voix quand tu me parles. Tu crois que je suis ton égal. » Musa serra les poings. Un éclat douloureux traversa son regard, mais il se contenta de hocher la tête. Issa tourna les talons, lançant une dernière pique. « Ce sera une leçon pour tous. Ce n'est pas une maison de retraite ici. » Lorsque la silhouette d'Issa disparut, plusieurs ouvriers s'approchèrent de Musa. « Tu devrais te défendre, vieil homme. Ce patron-là, il ne connaît pas la pitié. » Mais Musa les arrêta d'un geste calme. « Laissez. Parfois, il faut savoir courber l'échine devant le destin. Je ne suis pas venu ici pour me faire des ennemis. » Il reprit son travail, lentement, dignement. Mais au fond de lui, une douleur plus profonde que l'humiliation venait d'être réveillée. Car cette voix, ce regard, cette dureté familière, tout en Issa lui rappelait quelqu'un qu'il avait connu il y a longtemps. Et peut-être que ce n'était pas un hasard. La nuit était tombée sur la zone industrielle. Tandis que les lampadaires projetaient une lumière blafarde sur les entrepôts désormais vides, Musa, seul, balayait lentement les allées. Il avait obéi sans discuter à l'ordre humiliant d'Issa. Les autres ouvriers étaient partis depuis des heures, mais lui, il restait, courbé, les genoux douloureux, le dos brûlant de fatigue. À son âge, ce genre de punition aurait pu l'envoyer directement à l'hôpital. Mais il ne se plaignait pas. Il avait connu pire. Le froid du rejet, le vide de l'abandon, la morsure de la solitude, il les portait en silence comme des cicatrices invisibles. Dans un coin de l'entrepôt, il s'arrêta quelques minutes pour reprendre son souffle. Il sortit une vieille boîte métallique de sa poche, la posa sur ses genoux, l'ouvrit avec soin, et en sortit une photo abîmée par le temps. On y voyait une jeune femme souriante, tenant un bébé dans ses bras. Musa effleura l'image du doigt, les yeux humides. « Aminata, pourquoi m'as-tu caché notre enfant? Pourquoi m'as-tu effacé de sa vie ?» Il fixait le bébé sur la photo, un garçon d'environ 1 an. Ses traits étaient doux, son regard déjà intense. Et même après toutes ces années, Musa n'avait jamais oublié son visage. « Mon fils, je me demande ce que tu es devenu. » Il ne savait pas que ce fils, si longtemps recherché, l'avait humilié publiquement quelques heures plus tôt. Il ne savait pas que ce même fils lui avait crié au visage « Tu es beau pour la casse. »
Mais malgré les humiliations, Musa n'avait jamais perdu l'espoir. Il sentait au fond de lui que la vie ne l'avait pas ramené dans cette entreprise pour rien. Quelque chose, ou quelqu'un, l'Y retenait. Le lendemain matin, à l'aube, Musa était déjà debout. Il s'était lavé à l'eau froide, avait remis sa chemise soigneusement repassée, et s'était rendu à l'entrepôt avant tout le monde. Il voulait éviter les moqueries, les regards curieux, les chuchotements. Mais surtout, il ne voulait pas croiser Issa. Car chaque fois qu'il croisait ce regard autoritaire, une douleur étrange l'envahissait. Une douleur qu'il ne savait pas nommer, mais qui ressemblait à l'amour d'un père qu'on lui avait volé. Le soleil filtrait à peine à travers les trous du toit en tôle de la petite chambre où dormait Musa. Il vivait dans un vieux hangar abandonné, à quelques pas de l'entrepôt. Pas de matelas, juste une natte usée posée à même le sol, et un seau d'eau dans un coin. Ce matin-là, son corps entier le faisait souffrir. Chaque articulation criait sa fatigue. Mais il n'était pas question de se plaindre. Il s'assit lentement, toucha sa poitrine et sortit, comme chaque matin, le petit morceau de papier qu'il gardait caché contre son cœur. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était même plus vraiment une photo. Juste un vieux cliché jauni, presque effacé par le temps, où l'on distinguait encore une femme jeune et belle, le regard plein d'amour, tenant un bébé potelé contre elle. L'enfant souriait. Un petit sourire innocent, mais profond, presque grave pour son âge. Musa passa ses doigts rugueux sur la photo. Ses yeux se remplirent d'eau. « Issa » murmura-t-il. C'était la première fois qu'on entendait ce prénom dans sa bouche. « Mon fils, tu avais ce regard, ce même regard sévère et brillant. » Il soupira longuement. « Ta mère ne m'a jamais laissé t'approcher. Je t'ai cherché pendant des années. J'ai frappé aux portes. On m'a dit qu'elle était partie loin avec toi, qu'elle voulait effacer tout ce qui venait de moi. Et moi, je n'avais rien. Pas de pouvoir, pas d'argent, rien à t'offrir sauf mes bras fatigués et mon cœur plein d'amour. » Il reposa doucement la photo dans sa chemise. Puis, comme chaque jour, il attacha ses vieilles chaussures avec un morceau de ficelle, ramassa son seau vide et partit travailler. Dans les bureaux luxueux d'Issatec, à l'autre bout du complexe, Issa dégustait un petit déjeuner copieux, servi par une assistante silencieuse. Assis dans son fauteuil en cuir, il parcourait les dossiers de nouveaux contrats, tout en dictant des ordres d'un ton sec. Mais au fond de lui, quelque chose l'agaçait. Ce vieil homme. Musa. Pourquoi avait-il une telle réaction face à lui? Il le trouvait lent, incompétent, mais ce n'était pas nouveau. Et pourtant, chaque fois qu'il croisait son regard, une colère étrange montait en lui, une sorte de rejet viscéral, presque personnel. Il ne comprenait pas d'où venait ce sentiment. Il n'avait jamais connu son père. Sa mère, Aminata, avait toujours refusé d'en parler. Elle disait simplement « Ton père ne méritait pas de t'avoir. Il nous a abandonnés. » Mais plus les jours passaient, plus la présence de Musa le dérangeait. Et pendant ce temps, Musa, lui, se rapprochait sans le savoir de la vérité la plus bouleversante de sa vie. Le chantier était agité ce matin-là. Une cargaison précieuse de matériaux de construction était arrivée dans la nuit, mais mal rangée par les ouvriers de nuit. Certains cartons avaient été déposés sous la pluie et s'étaient abîmés. Dans son bureau, Issa Diabaté explosa de rage dès qu'il reçut l'appel du chef de site. Il ne supportait pas les erreurs, surtout quand elles risquaient de lui faire perdre de l'argent. Préparez tous les ouvriers concernés. « J'arrive » lança-t-il à son assistant avant de descendre avec furie. Dans la cour de déchargement, les travailleurs s'étaient déjà alignés, nerveux. Musa se tenait parmi eux, courbé, essoufflé d'avoir déjà soulevé plusieurs sacs de ciment depuis l'aube. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais la tension dans l'air était palpable. Issa arriva comme un ouragan. Il balaya la foule du regard, puis pointa du doigt les cartons mouillés. « Qui a laissé cette marchandise sous la pluie » hurla-t-il. « Répondez, bande d'incompétents. » Un jeune ouvrier, effrayé, osa parler. C'était déjà là quand on est arrivé ce matin. Peut-être que c'est le vieux Musa qui a oublié de les rentrer hier soir. Tous les regards se tournèrent vers Musa. Il resta silencieux, mais un pli amer apparut sur son front ridé. Issa s'approcha lentement de lui, le toisant de toute sa hauteur. « Encore toi! Toujours toi !» cracha-t-il avec mépris. « Je t'avais prévenu, non? Une seule erreur et tu dégages. » Musa tenta de parler, la voix basse. « Je n'étais pas en service la nuit, patron. Je pars toujours après avoir tout vérifié. Peut-être que... » « Tais-toi »
rugit Issa. Tu crois que je suis né hier? Tu veux me faire croire que toi, avec ta mémoire de vieillard, tu n'as rien oublié. Musa ne répondit pas. Il sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était pas la peur qui l'habitait, mais une autre émotion, plus profonde, la douleur d'être haï sans comprendre pourquoi. Issa poursuivit, devant tous les ouvriers figés. Tu es à boulet, Musa. Je ne sais même pas pourquoi on t'a engagé. Peut-être par pitié. Mais ici, la pitié n'a pas sa place. Un silence pesant s'abattit. On n'entendait que le vent. Puis Issa tourna les talons. Dernier avertissement. À la prochaine erreur, tu dégages. Et crois-moi, je ne reviendrai pas sur ma décision. Il s'éloigna sans même un regard. Les ouvriers se dispersèrent lentement. Un jeune homme s'approcha de Musa. Tu n'es pas obligé de subir tout ça, mon vieux. Ce type n'a pas de cœur. Musa sourit tristement. Je ne cherche pas à gagner son cœur. Je suis ici pour gagner un peu de pain. Mais dans son cœur, une fissure s'était ouverte. Cette voix, cette fureur, cette façon brutale de parler, de mépriser. Elle lui rappelait quelqu'un. Quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis plus de 30 ans. Quelqu'un qu'il avait tenu dans ses bras, tout petit, un jour, avant qu'on ne le lui arrache. Depuis l'incident des cartons mouillés, le comportement d'Issa envers Musa empira. Ce n'était plus seulement de la sévérité, ni même de la dureté professionnelle. C'était du mépris pur, instinctif, presque viscéral. Chaque fois qu'il croisait le vieil homme dans la cour, dans les entrepôts ou près des bureaux, il fronçait les sourcils, serrait les dents, comme si la simple présence de Musa lui était intolérable. « Ce vieux traîne comme une malédiction », disait-il un jour à son directeur logistique. Il ralentit tout le monde. Il a ce regard, qui m'irrite profondément. Le directeur haussa les épaules. Mais, patron, il travaille bien. Musa ne se plaint jamais. Il est respecté des autres ouvriers. C'est l'un des plus discrets du site. Trop discret, justement. Il me cache quelque chose, ce vieux-là. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Issa lui tourna le dos, agacé. Il ne comprenait pas d'où venait ce ressentiment profond qu'il éprouvait envers Musa. Il en voulait à ce vieil homme, sans pouvoir l'expliquer. C'était comme si son simple regard lui rappelait une blessure ancienne, un vide, une trahison qu'il n'arrivait pas à nommer. De son côté, Musa sentait la tension monter jour après jour. Chaque humiliation le ramenait à un douloureux constat, son fils aurait l'âge d'Issa aujourd'hui. Et chaque fois qu'il croisait ce regard froid, il ne pouvait s'empêcher de se demander. Et si? Un matin, alors qu'il balayait la cour, Musa vit Issa sortir de sa voiture. Il s'arrêta un instant. Le jeune patron donnait des ordres à son chauffeur, son téléphone à l'oreille, parlant fort, le front plissé par les soucis. Il avait ce port de tête, ce timbre de voix grave, ce regard noir, rapide, brillant d'intelligence. Et soudain, le cœur de Musa se serra. Une image surgit dans son esprit, celle de ce même regard, 30 ans plus tôt, chez un bébé d'Ac sans grave peine 1 an. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il pour lui-même. Il ne peut pas être, pas lui. Mais une petite voix dans son cœur, celle qu'il avait ignorée depuis des jours, devenait de plus en plus forte. Le soir, dans sa chambre, Musa ressortit la vieille photo. Il la compara dans sa tête avec le visage d'Issa. Les traits s'étaient durcis avec les années. Mais les yeux étaient les mêmes. Il laissa couler une larme silencieuse. « Si tu es vraiment mon fils, alors Dieu m'a ramené à toi. Mais pourquoi me hais-tu autant ?» Il ne savait pas que le même tourment secouait Issa. Un tourment sans réponse, un mal-être sans nom, né d'un lien brisé que le sang, tôt ou tard, finirait par réclamer. Ce soir-là, un vent chaud soufflait sur la ville de Saphira. Dans une ruelle calme du quartier de Makoro, une vieille maison en terre battue résistait encore au temps. À l'intérieur, une femme âgée, alitée, luttait contre la maladie et les souvenirs. C'était Aminata, la mère d'Issa. Depuis des semaines, son état se dégradait. Son cœur était faible, et parfois, elle délirait, parlant à haute voix de choses que personne ne comprenait. Issa venait rarement la voir, toujours accaparé par ses affaires. Ce soir-là pourtant, il avait décidé de lui rendre visite. Il entra, accompagné de l'infirmière. La vieille femme ouvrit difficilement les yeux. « Issa, mon fils. »« Bonsoir, maman, » dit-il en posant sa main sur la sienne. Aminata le regarda longuement, le visage parcouru par une émotion étrange. Et soudain, dans un souffle faible, elle murmura. « Musa,
il t'aimait tant. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas garder ce lien vivant. Il m'aurait rejeté. Issa frossa les sourcils. Qui est Musa, maman? Elle le regarda, l'air absent. Puis elle murmura, presque dans un rêve. Ton père, Issa. Il s'appelait Musa. Il n'avait rien à t'offrir, mais il t'a porté dans ses bras. Il a pleuré le jour où je suis partie avec toi. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Issa recula, sous le choc. Quoi? Tu veux dire que... Musa, le travailleur dans mon entreprise. Mais Aminata ne répondit plus. Elle avait refermé les yeux, perdue dans les limbes du passé. Sur le chemin du retour, Issa était en proie à une tempête intérieure. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Musa, ce vieil homme qu'il maltraitait chaque jour, ce serait donc lui, son père? Il tenta de rejeter l'idée. C'était impensable, inadmissible. Mais quelque chose en lui avait été ébranlé. Il se souvint de la fois où il avait croisé le regard de Musa et qu'il avait eu cette sensation étrange, ce malaise. Il n'endormit pas de la nuit. Le lendemain matin, il fouilla dans une boîte poussiéreuse que sa mère gardait sous son lit. Il y trouva des lettres anciennes, des bouts de papier jaunis et une photo. Une vieille photo d'un homme jeune, souriant, tenant un bébé dans ses bras. Et au dos, une inscription. Musa et Issa, 1990. Issa sentit son cœur se serrer. Il tomba sur le lit, incapable de respirer pendant un instant. Tout ce qu'il avait cru vrai venait de s'effondrer. Il avait humilié, méprisé, insulté son propre père. Et maintenant, il devait faire face à cette vérité. Les jours se suivaient, mais ne se ressemblaient pas pour Moussa. L'âge avait rendu ses gestes plus lents, ses os plus lourds, mais il continuait de donner le meilleur de lui-même, malgré les humiliations. Ce matin-là, alors qu'il portait un sac de ciment bien trop lourd pour ses épaules frêles, il glissa sur une pierre mouillée et tomba violemment. Le craquement sourd de sa jambe alerta les autres ouvriers, qui accoururent. « Appelez le patron !»« Il s'est blessé !» cria un jeune manœuvre. Suleiman arriva, agacé, les mains dans les poches, observant le vieillard à terre comme un fardeau inutile. Il n'eut aucune émotion en le voyant grimacer de douleur. « Encore toi ?» Toujours en train de ralentir tout le chantier, grogna-t-il. « Va-t'en, on n'a pas besoin de gens fragiles ici. Je ne paye pas les accidents. »« Mais monsieur, il s'est cassé la jambe. Il faut l'emmener à l'hôpital, » tenta d'argumenter un ouvrier. « S'il veut aller à l'hôpital, qu'il y aille avec ses propres moyens. Je ne gaspille pas mon argent pour un inconnu. » C'est ainsi que le vieux Moussa, gémissant de douleur, fut laissé seul au sol. Un ouvrier compatissant finit par l'aider à se lever et le soutint jusqu'à un dispensaire voisin. Là, les médecins confirmèrent une fracture au tibia. Il allait devoir arrêter le travail pendant plusieurs semaines. Mais ce n'était pas la blessure physique qui faisait le plus mal à Moussa. C'était la blessure intérieure. Être traité comme un moins que rien par le fruit même de ses entrailles, sans que ce dernier ne ressente la moindre pitié. Il se demanda ce qu'il avait raté dans sa vie pour que son propre fils devienne un homme aussi froid, aussi cruel. Assis sur son lit d'hôpital, la jambe bandée, Moussa ferma les yeux. Il pria en silence, non pas pour sa guérison, mais pour que la vérité éclate un jour. Non pas pour qu'il soit reconnu, mais pour que son fils retrouve son humanité perdue. Ce chapitre marque un tournant. Le corps de Moussa cède sous les années de labeur, mais son cœur, lui, garde une force inébranlable. La douleur physique devient une métaphore de la fracture familiale, et l'histoire approche lentement de la révélation. Depuis l'accident de Musa, Issa ne pouvait chasser cette image de son esprit, un vieil homme blessé, seul et abandonné, pourtant toujours digne. Cette vision avait créé un trouble qu'il ne voulait pas reconnaître. Dans son bureau, tard le soir, il se tenait debout devant la grande baie vitrée, regardant la ville illuminée. Sa pensée était ailleurs, hanté par un sentiment qu'il ne comprenait pas encore. Pourquoi ressentait-il cette colère inexplicable envers Musa? Pourquoi son cœur se serrait-il à chaque fois qu'il croisait son regard fatigué? Pourquoi cette douleur sourde qui le rongeait depuis des mois? Issa se rappelait soudain des paroles confuses de sa mère, de la photo découverte dans sa chambre, des lettres anciennes trouvées dans un tiroir poussiéreux. Il avait évité le sujet jusqu'à présent, mais désormais, le doute s'immisçait profondément en lui. Ce doute devint obsession. Et si Musa était son père? Il commença à observer Musa plus attentivement. À chaque rencontre,
Il cherchait à déceler dans ses gestes, dans ses expressions, une preuve de ce lien qu'il refusait d'admettre. Mais Musa restait silencieux, impassible, presque comme s'il portait ce secret en lui sans jamais vouloir le révéler. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le bureau, Issa tomba sur un carnet de notes laissé par sa mère. À l'intérieur, des pages racontaient une histoire d'amour et de séparation, des douleurs et des choix impossibles. Parmi elles, une phrase écrite à la hâte. « Je ne veux pas que mon fils porte le poids de ce passé brisé. » Musa est son père, mais il est aussi son fardeau. Cette phrase le frappa comme un coup de massue. Il sentit une colère nouvelle monter en lui, mais aussi une profonde tristesse. Il comprit que, malgré lui, la vérité allait bientôt éclater. Au fond de lui, un combat silencieux se déroulait. Un combat entre la haine et l'amour. Un combat entre le passé et le présent. Un combat entre un fils qui veut tourner la page et un père qui ne peut abandonner. Quelques jours après avoir trouvé le carnet de sa mère, Issa décida de fouiller plus profondément dans ses affaires. Il voulait comprendre toute la vérité, même si cela risquait de bouleverser sa vie. Dans un vieux coffret en bois, caché sous le plancher de la chambre de sa mère, il trouva une enveloppe jaunie, scellée depuis des années. Son cœur battait fort tandis qu'il la déchirait délicatement. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite de la main de sa mère, Aminata. « Musa, je t'écris ces mots avec le poids du silence qui nous étouffe depuis si longtemps. Mon cœur est brisé de t'avoir éloigné de notre fils, mais je n'avais pas le choix. La famille, la société, la honte, tout cela m'a forcé à prendre cette décision. Je t'ai caché Issa, notre enfant, pour le protéger, pour me protéger. Mais je sais que cette vérité te ronge chaque jour. Je t'en supplie, ne laisse pas la rancune détruire ce qui pourrait encore être sauvé. Notre fils a besoin de toi, même s'il ne le sait pas encore. Je prie pour que tu trouves la force de lui dire un jour qui tu es vraiment. » Les mains tremblantes, Issa relut plusieurs fois cette lettre. Chaque mot semblait imprégné de douleur et de regret. Il sentit un mélange d'émotions l'envahir, colère contre sa mère pour ce secret gardé, compassion pour Musa qui avait souffert en silence, et une lueur d'espoir pour un avenir où il pourrait comprendre enfin son passé. Cette lettre était la clé, la preuve, le dernier lien qui reliait son passé à son présent. Le lendemain, sans perdre un instant, Issa chercha Musa. Il le trouva dans l'entrepôt, ramassant des cartons avec la même lenteur, la même fatigue. Cette fois, leur regard se croisa, et Issa sentit son cœur se serrer. « Musa » dit-il d'une voix inhabituelle, plus douce, hésitante. Le vieil homme releva la tête, surpris. « Je dois te parler. Il y a des choses que tu dois savoir. » La vérité allait enfin commencer à se dévoiler. Musa resta figé. C'était la première fois qu'Issa l'appelait par son prénom. Pas un ordre, pas une insulte. Juste Musa, avec une voix calme, presque respectueuse. Le vieil homme s'essuya les mains sur son pantalon, mal à l'aise. « Que veux-tu me dire, Issa ?» Le jeune homme sortit la lettre de sa poche. Elle était froissée à force d'avoir été serrée entre ses doigts toute la nuit. Il l'attendit à Musa sans un mot. Musa prit l'enveloppe, hésitant, puis lut en silence. Ses lèvres tremblaient, ses yeux s'humidifièrent à mesure qu'il déchiffrait l'écriture d'Aminata. Cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis tant d'années résonnait à nouveau entre les lignes. Quand il termina, il ne leva pas les yeux. Il resta là, immobile, tenant la lettre contre sa poitrine, comme s'il craignait qu'on la lui arrache. « C'est vrai ?» demanda Issa, la gorge nouée. « Tu es mon père ?» Musa hocha la tête lentement. Une larme roula sur sa joue ridée. « Oui, Issa, je suis ton père. Mais je n'ai jamais eu le droit de te le dire. » Elle avait trop peur. Et moi, j'étais trop lâche pour me battre. Le silence qui suivit était lourd. Ni l'un ni l'autre ne savait comment combler ce vide de 20 ans. Ce n'était pas une scène de réconciliation joyeuse. C'était brut, douloureux, maladroit. Issa s'assit sur une caisse. Il regarda Musa longuement. « Tu as souffert tout ce temps, hein ?» Musa acquiesça. « Et toi, tu m'as haï, sans savoir pourquoi. On t'a traité comme un moins que rien. Moi-même je t'ai humilié, alors que t'étais mon père. » Le vieil homme sourit tristement. « Je ne t'en veux pas. Tu ne pouvais pas savoir. » Puis, d'une voix tremblante. « Je t'aimais de loin. Chaque jour, je venais ici juste pour te voir grandir, même si c'était comme un inconnu. » Issa ne répondit pas. Il regardait ses propres mains,
souillé d'arrogance et d'ignorance. Il sentait une honte froide l'envahir, mais aussi une étrange chaleur, celle de la vérité retrouvée. Le lien était encore fragile, mais pour la première fois, père et fils s'étaient parlé avec le cœur. La réconciliation allait être un long chemin, mais au moins, ils avaient fait le premier pas. Ce matin-là, comme à son habitude, Moussa se leva avant le soleil. Il avait mal dormi, rongé par une sensation étrange dans la poitrine, comme si un poids invisible s'y était posé. Depuis plusieurs jours, une douleur sourde l'habitait, une forme de pressentiment qu'il ne pouvait pas expliquer. Alors qu'il rangeait ses affaires dans la petite pièce qu'il occupait derrière les écuries, il trouva au fond de son sac un vieux carnet noir, jauni par les années et rongé sur les bords. C'était le seul objet qu'il avait conservé de son ancienne vie, celle d'avant la fuite, celle d'avant l'abandon. Il s'assit sur un tabouret, l'ouvrit lentement, et ses mains tremblaient. Les premières pages étaient remplies de lettres jamais envoyées, de dates, de souvenirs griffonnés. À la page centrale, une photo déchirée, un jeune homme, tout sourire, tenant un bébé dans ses bras, son fils, Adam. Moussa resta là, figé, le regard noyé dans les souvenirs. Il murmura. « Mon fils, qu'es-tu devenu ?» À cet instant précis, Adam, dans son bureau climatisé, feuilletait les fiches du personnel à la recherche d'un remplaçant pour Moussa, qu'il jugeait trop lent ces derniers temps. Il tomba sur une fiche sans photo, au nom de Moussa Diabaté, originaire d'un village reculé. Quelque chose dans ce nom lui sembla familier. Une étincelle étrange le traversa, mais il la repoussa rapidement. « Ces vieux finissent toujours par ralentir la cadence, dit-il à son assistant. Il faut du sang neuf. » De retour aux écuries, un vent violent se leva. Le vieux carnet glissa des genoux de Moussa et les pages s'envolèrent. Il courut après elle, paniqué, surtout pour récupérer la photo. Mais la moitié manquante s'était envolée loin, jusqu'à être retrouvée, des heures plus tard, coincée sous une pierre, juste à côté du bâtiment principal. C'est Adam lui-même, en sortant pour prendre un appel, qui la remarqua. Il la ramassa distraitement et resta pétrifié. Ce bébé, ce sourire, cette photo. Il l'avait déjà vue. Dans un tiroir secret de sa mère, il avait retrouvé, des années auparavant, une photo identique, mais en 2 morceaux. Ce qu'il tenait entre les mains à présent était la seconde moitié. Le cœur battant, il entra précipitamment dans son bureau et fouilla son tiroir. Lorsque les 2 morceaux furent réunis, aucun doute ne subsistait. Il chancela, le souffle coupé, incapable d'y croire. Ce n'est pas possible. Ce vieil homme, Moussa, c'est... Ce matin-là, en nettoyant le jardin de la villa, Maison trébucha sur une racine et tomba. En se relevant, un objet tomba de sa poche, un médaillon ancien, usé par le temps. La chaîne était brisée, mais le médaillon s'était ouvert, révélant une photo en noir et blanc d'un jeune homme et d'un bébé dans les bras d'une femme souriante. Fatigué et ému, Maison s'assit quelques minutes à l'ombre d'un arbre pour reprendre son souffle. Il tenait le médaillon dans sa main, caressant la photo d'un doigt tremblant. À l'intérieur de la maison, Fabrice, en tenue de sport, observait la scène depuis la fenêtre. Quelque chose dans l'attitude de Maison attira son attention, mais surtout, ce médaillon. Une image floue, presque irréelle, traversa l'esprit de Fabrice, une vieille boîte dans laquelle sa mère avait conservé des souvenirs, parmi lesquels une photo très semblable à celle qu'il croyait avoir vue dans les mains du jardinier. Troublé, il sortit brusquement. « Et, toi » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu tiens là ?» Pris de panique, Maison referma rapidement le médaillon et le cacha dans sa poche. « Rien, monsieur. Juste une chaîne cassée. » Mais Fabrice ne lâchait pas. « Montre-moi. Je ne suis pas idiot. Tu fouilles dans mes affaires? Tu as volé ça ?» La colère dans ses yeux n'avait d'égal que la peur dans ceux de Maison. Mais Maison restait silencieux. Il ne voulait pas affronter cette vérité. Pas maintenant. Pas de cette façon. Fabrice, furieux, le poussa violemment. « Tu es viré. Tu entends? Prends tes affaires et quitte ma maison. » Maison chancela, mais ne répliqua pas. Au fond de lui, il savait que ce moment viendrait. Mais pas aussi brutalement. Il avait tant attendu de pouvoir parler. Alors que Fabrice rentrait dans la maison, la gouvernante, témoin de la scène, s'approcha de Maison. Elle regarda l'objet dans sa main, puis ses yeux mouillés de larmes. « Cet enfant, c'est votre fils, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Maison ne répondit pas, mais son silence valait toutes les confessions. Et dans l'air chaud de cette journée, une certitude grandissait,
le passé n'allait plus se taire. Maison était parti sans un mot. Le vieux sac en toile qu'il portait sur l'épaule semblait plus lourd que jamais, comme s'il contenait non seulement ses quelques affaires, mais aussi les années d'un amour brisé, d'un abandon qu'il n'avait jamais pu expliquer. Dans la villa, Fabrice, toujours troublé, fouillait frénétiquement dans les tiroirs de la vieille commode de sa défunte mère. Il sortit une boîte à souvenirs, poussiéreuse et oubliée. Là, au fond, il trouva ce qu'il cherchait, une photo, la même que celle du médaillon. Une femme souriante, un homme jeune, le même visage que celui du jardinier et un bébé dans les bras. Un frisson parcourut Fabrice. Non, ce n'est pas possible. Il appela la gouvernante. Qui est cet homme? Tu sais quelque chose, pas vrai? Je l'ai vu, dans son regard. Il me regardait, comme un père. La gouvernante soupira. Elle n'en pouvait plus de garder ce lourd secret. Oui, cet homme, Maison, c'est ton père, Fabrice. Le silence tomba comme une cloche de plomb. Ta mère, elle t'a toujours fait croire qu'il était mort ou qu'il vous avait abandonné. Mais la vérité, c'est elle qui l'a chassé. Parce qu'il était pauvre, parce qu'elle voulait épouser un autre homme plus riche. Elle l'a éloigné de toi, mais il est resté tout près, tout ce temps. Fabrice tituba, le cœur brisé, les mains tremblantes. Tu veux dire, j'ai viré mon propre père? Je l'ai traité comme un chien? Oui, répondit-elle doucement. Et malgré tout, il n'a jamais cessé de t'aimer. Il a accepté d'être ton jardinier, juste pour te voir. Un long cri silencieux sortit du cœur de Fabrice. Un mélange de douleur, de regret et de culpabilité. Où est-il allé? Il faut que je le retrouve. Tout de suite. Mais Maison avait disparu, sans laisser d'adresse. Fabrice se mit à courir dans les rues, demandant aux voisins, interrogeant les commerçants. Mais personne ne savait. Le soleil se couchait lentement, et le jeune homme, à bout de souffle, s'arrêta sur un banc. Il leva les yeux vers le ciel. « Papa, pardonne-moi. Où es-tu? Reviens. Je t'en supplie. » Dès l'aube, Fabrice reprit sa quête. Il ne pouvait pas dormir, ni manger. L'idée d'avoir chassé son propre père, un homme qui s'était sacrifié toute sa vie en silence, lui broyait le cœur. Il prit sa voiture et parcourut tous les coins de la ville. Il alla d'abord dans les gares, interrogeant les agents de sécurité, les guichetiers, les vendeurs ambulants. Il montrait la photo de Maison, demandait s'il l'avait vu passer avec un sac en toile. Personne ne semblait l'avoir aperçu. Puis, il se rendit dans les quartiers pauvres, là où vivait autrefois sa mère avant son mariage. Il fouilla les marchés, les églises, les dispensaires. Rien. Toujours rien. Peut-être est-il retourné dans son village natal? Pensa-t-il. Fabrice se rendit chez la gouvernante et lui demanda où Maison était née. Elle hésita, puis finit par lui donner un nom, Bangwa, un petit village isolé à plusieurs kilomètres, loin de toute modernité. Sans réfléchir, Fabrice prit la route, seul, sans prévenir personne. Il roula des heures à travers des pistes rouges, franchissant des rivières en saison sèche, traversant des forêts épaisses, jusqu'à atteindre l'entrée de Bangwa. C'était un village modeste, avec des cases en terre battue et des enfants courant pieds nus dans la poussière. Quand il demanda après Maison, les villageois restèrent silencieux, méfiants. Mais un vieil homme finit par s'approcher. « Tu es le fils de Maison ?» demanda-t-il, les yeux plissés. Fabrice hocha la tête, les larmes au bord des yeux. Le vieil homme le guida sans un mot. Ils traversèrent un petit sentier, jusqu'à une cabane solitaire au bord d'une rivière. Devant la porte, une natte tressée. Et là, assis, le regard perdu dans l'eau, se trouvait Maison. Il s'était rasé la tête. Son visage semblait plus vieux, plus fatigué, comme s'il portait le poids de 100 années. Fabrice s'avança, les jambes tremblantes. « Papa !» Maison tourna lentement la tête. Le silence régna quelques secondes. Puis, doucement, il sourit. Un sourire triste, mais vrai. « Tu m'as retrouvé. » Fabrice s'agenouilla devant lui, les larmes ruisselant sur ses joues. « Pardonne-moi, papa. Je ne savais pas. Je ne savais rien. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais. » Mais Maison l'interrompit doucement en posant une main sur sa tête. « Mon fils, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour, tu saurais. » Le père et le fils restèrent là, enlacés, sous le ciel du village, pendant que le vent léger caressait les feuilles des arbres. C'était peut-être le début d'une vraie réconciliation, mais les blessures du passé, elles, mettraient du temps à guérir. Le lendemain matin,
Toute la ville bruissait encore des révélations de la veille. Dans les couloirs de l'entreprise, les employés chuchotaient, les yeux écarquillés, regardant tour à tour le vieux Boubacar et leur patron Idriss avec stupéfaction. Idriss, quant à lui, n'avait presque pas dormi de la nuit. Il avait passé des heures à relire les lettres, à observer les vieilles photos, à retourner les souvenirs refoulés de son enfance. Tout concordait. Ce vieil homme qu'il avait humilié, frappé, accusé à tort, était bien son père. Le sang de son sang. Celui qu'il croyait mort ou disparu. Il arriva au chantier ce jour-là le visage pâle, les traits tirés. Tous les ouvriers s'écartèrent à son passage. Boubacar était là, assis à l'ombre, silencieux comme toujours. Mais cette fois, il ne baissait pas les yeux. Son regard était calme, profond, mais rempli d'une douleur que seul un père abandonné peut porter. Idriss s'avança lentement vers lui, le cœur lourd. « Papa » balbutia-t-il, les larmes aux yeux. Boubacar leva les yeux, surpris. C'était la première fois qu'Idriss prononçait ce mot depuis qu'il l'avait engagé. « Ne m'appelle pas ainsi, si ce n'est que pour effacer ta honte, » répondit-il doucement. « J'ai été ton père dans l'ombre. Tu m'as piétiné sans savoir, mais aujourd'hui tu sais. Que vas-tu faire de cette vérité ?» Idriss s'agenouilla devant lui, incapable de parler, le visage trempé de larmes. Il avait réussi dans les affaires, bâti un empire, possédé des immeubles, mais il avait échoué là où cela comptait le plus, reconnaître et honorer ses origines. « Je t'ai cherché toute ma vie, » murmura Boubacar. « J'ai travaillé dans l'espoir de t'approcher, de comprendre qui tu étais devenu. Jamais je n'aurais imaginé que mon propre fils me traiterait comme un esclave. » Autour d'eux, le silence s'était fait. Les ouvriers avaient cessé de travailler. Tous étaient témoins de cette scène bouleversante. Ce jour-là, la fierté d'Idriss s'effondra. Il comprit que toute sa richesse n'avait aucun sens s'il était pauvre d'amour et de reconnaissance. Mais le pardon, allait-il encore être possible? Un silence sacré enveloppait le chantier. Même les machines semblaient s'être figées. Les ouvriers, d'habitude bruyants, gardaient la tête baissée, comme s'il assistait à une cérémonie. Idriss, toujours agenouillé devant son père, sanglotait comme un enfant. Ce n'était plus le PDG arrogant que tout le monde craignait. C'était un fils brisé, submergé par la honte et le remords. « Je t'en supplie, pardonne-moi, papa. Je ne savais pas. Je t'ai traité comme un moins que rien alors que tu es tout pour moi. J'ai honte. J'ai si honte. » Boubacar, ému malgré lui, détourna les yeux. Le voir ainsi, si vulnérable, lui serrait le cœur. Il n'avait jamais rêvé de ce moment ainsi. Il s'était imaginé des retrouvailles dans la joie, un long câlin, des rires mêlés de larmes. Pas cette scène de repentir public. « Tu m'as blessé, Idriss. Tu m'as humilié devant des étrangers. Tu m'as traité comme un chien. Mais tu sais quoi? Je suis ton père. Et un père qui aime son fils finit toujours par lui pardonner. » Un sanglot plus fort secoua Idriss, qui se jeta dans les bras de son père. Tous les ouvriers, émus, avaient les yeux humides. Certains pleuraient ouvertement. Boubacar serra son fils contre lui. Pour la première fois depuis plus de 25 ans, il retrouvait la chaleur de ce sang qu'il croyait à jamais perdu. « On va tout reconstruire, » dit Idriss à voix basse. « Je vais te rendre tout ce que je t'ai volé, ta dignité, ton honneur, ta place dans ma vie. Je vais te présenter à ma femme, à mes enfants. Tu ne seras plus jamais seul, papa. Je n'ai jamais voulu ta richesse, Idriss. Je voulais juste ton cœur. C'est tout ce qu'un père demande. » Le soleil brillait plus fort ce jour-là, comme pour bénir cette réconciliation tant attendue. Mais si le pardon venait d'être accordé, une autre vérité, plus profonde encore, se préparait à sortir de l'ombre. Quelques jours après la réconciliation, Boubacar emménagea dans la maison familiale d'Idriss. Il fut accueilli avec respect et chaleur par les enfants, qui l'appelèrent tout de suite grand-père, sans poser de questions. Sa belle-fille, une femme douce et bienveillante, le remercia en larmes d'avoir mis au monde un homme aussi exceptionnel, ignorant encore les cicatrices que portait leur passé. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Tout, sauf cette lettre que Boubacar gardait dans une vieille boîte en fer, attachée dans son sac depuis des années. Une lettre qu'il n'avait jamais osé ouvrir, une lettre laissée par la mère d'Idriss, juste avant sa mort. Ce soir-là, alors qu'ils étaient seuls dans le salon, Boubacar tendit la lettre à son fils. « Ta mère t'aimait plus que tout. Avant de mourir, elle m'a confié cette lettre. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. C'est à toi qu'elle est destinée. » Les mains tremblantes, Idriss ouvrit l'enveloppe. L'écriture de sa mère y était fine, délicate,
presque effacée par le temps. Il lut à haute voix. Mon fils Idriss, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je veux que tu saches une vérité que ton père ne t'a jamais dite, non pas par honte, mais pour te protéger. Le jour où je suis tombée gravement malade, ton père a vendu notre maison, ses outils, et tout ce qu'il possédait pour m'envoyer dans un hôpital en ville. Il a dormi dehors, mendié, travaillé comme un esclave pour que je reçoive des soins. C'est à cause de ces sacrifices que tu as été séparé de lui, confié temporairement à un oncle, le temps qu'il gagne assez pour nous réunir. Mais la maladie m'a emporté plus vite que prévu. Et ce même oncle t'a ensuite menti, disant que ton père vous avait abandonné. Idriss, ton père t'a aimé au-delà de tout. Ne le juge jamais. Cherche-le. Aime-le. Car aucun homme ne mérite plus ton respect que lui. Un silence lourd tomba dans la pièce. Les yeux d'Idriss étaient rouges, pleins de larmes. Il t'a tout volé, murmura-t-il. Cet oncle, c'est lui qui m'a élevé dans la haine de toi. J'ai grandi avec un mensonge. Papa, je suis désolé. Boubacar lui posa une main sur l'épaule. Ce n'est pas ta faute. Le destin nous a brisés, mais l'amour nous a réparés. Et c'est ainsi que se termina l'histoire d'un père humilié par son propre fils, sans que celui-ci sache qu'il maltraitait l'homme qui lui avait tout donné. Mais c'est aussi l'histoire d'un pardon plus fort que les douleurs, plus fort que les années perdues.